lorsque nous avons regardé X-Files, ce que nous pensons sur les extraterrestres, ce que nous pensons sur les ovnis, les hommes en noir, les hybrides, les yeux en amande, les petits gris, le ci, le ça, en fait, 75%, je le dis à la louche, hein, mais c'est un ordre d'idée, les 3/4 de ce que l'on va avoir en tête en termes d'imaginaire sur la question extraterrestre va être en fait coloré, influencé par des infos qui viennent des États-Unis, qui ont été diffusées par les États-Unis, y compris sur un mode fictif et imaginaire. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le Média Nexus. Je reçois aujourd'hui Charles-Maxence Layet qui va nous parler de son dernier ouvrage sur les ovnis. Voilà, grande question, tabou en France encore malheureusement aujourd'hui, mais que Nexus a abordé depuis des décennies. Est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce qu'il y a des faits avérés d'incursions ovnis dans les espaces aériens? On va voir que le sujet est vaste, qu'il est sourcé. Et Charles-Maxence a fait le boulot dans son dernier ouvrage, Le printemps des ovnis, aux éditions First. On va en parler dans cette émission. Mais avant tout, si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir. Nexus est un média sans publicité, disponible en kiosque, le numéro actuel, le numéro 157, qui nous permet de vous proposer des contenus en accès libre et sans publicité. Et tout de suite, je reçois mon invité. Donc Charles-Maxence, comment vas-tu ? Très bien, Marc, bonjour. Merci de cette invitation et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Toi qui es un habitué du Média Nexus, hein, tu nous as quand même écrit beaucoup de sujets sur diverses questions, l'eau entre autres, aussi l'énergie, etc. Et les ovnis, c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement. Alors je le rappelle, hein, tu es journaliste, fondateur de la revue Orbs, l'autre planète, et ex-attaché parlementaire de Michel Rivasi, feu Michel Rivasi qui est parti trop tôt. Et tu as connu aussi tous les rouages du Parlement européen. Donc c'est vrai que c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens peut-être ne t'attendraient pas. On se dirait que c'est un sujet un peu farfelu, les ovnis, et pourtant on découvre dans ton ouvrage que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as décidé d'écrire cet ouvrage et qu'est-ce qu'il y a de sérieux dans cette question ovni ? Alors, il y a plusieurs aspects dans ta question. À l'origine, moi, j'ai jamais été vraiment un ufologue passionné. J'ai jamais eu d'observation moi-même ou j'ai pas été contacté. Je fais mon coming out, enfin, en tout cas, un disclaimer. Là, j'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai pas été contacté, j'ai pas été enlevé. Il n'y a pas de choses comme ça qui m'animent. Donc, je suis pas du tout dans une logique de réponse existentielle par rapport au sujet. C'est via la revue Orbs où on a fait plusieurs numéros thématiques sur le féminin, sur l'eau, et on a fait un numéro thématique sur la question du contact, sur la question des ovnis et des UAP, comme on les appelle aujourd'hui dans le jargon un peu outre-Atlantique américain. UAP, c'est équivalent au PAN, en français, phénomène aérien non expliqué. Pour ceux d'entre vous qui savent un petit peu, on a en France un bureau des ovnis qui s'appelle le GEPAN, et donc PAN pour phénomènes aériens ou phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et en fait, l'équivalent en anglais, c'est UAP. Et c'est via les débats qu'il y a eu au sein du Congrès américain, les auditions thématiques sur la question des ovnis qui ont eu lieu au sein du Congrès américain, que le mot UAP s'est imposé. En gros, c'est moins has-been et un peu moins farfelu que le mot UFO ou le mot OVNI, parce que UFO et OVNI, c'est les mots anciens, on va dire, un peu démodés, et UAP et PAN, c'est les mots d'aujourd'hui. Donc sérieux. Il y a des querelles d'experts de dire que ce qui est un OVNI n'est pas un PAN, ce qui est un PAN n'est pas un OVNI, enfin bref, patati patata, mais peu importe. Grosso modo, c'est équivalent. Et aux États-Unis, en tout cas, via les auditions du Congrès américain, le vocable, l'abréviation UAP s'est imposé pour dénommer, pour pointer ce qu'on appelle, nous, des ovnis, quoi. Voilà. Et ça s'appelait donc non identifié, enfin phénomène aérien ou aérospatial non identifié. Et il y a eu ce changement qui est de dire que c'est un phénomène une anomalie anormale ou anomalie non identifiée. Donc il y a un peu le côté anormal et non identifié à la fois dans l'expression UAP. Alors c'est vrai qu'en France on a le GEPAN, ce groupe d'experts qui était chargé ou qui est toujours chargé de l'étude de ces phénomènes-là depuis bientôt 50 ans, puisque le GEPAN, première version s'est créée en 77, a été décidée en 77, ça s'est créé en 77. Et puis ensuite, avec les années, fin des années 80, début des années 90, c'est devenu le CEPRA,
un service sur les phénomènes de rentrée atmosphérique, service d'études sur les phénomènes de rentrée atmosphérique, où là, il y a eu vraiment... on a resserré la vis sur les moyens, les budgets, l'équipe. C'était vraiment pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de monde. C'était porté notamment par Jean-Jacques Velasco. Et puis, c'est avec les années 2005, 2006, 2007 qu'on a le GEPAN renaît de ses cendres. Ça redevient le GEPAN, mais là, on a mis un I à l'intérieur. Ça fait GEIPAN, le GEPAN. C'est groupe d'études, oui, c'est ça, groupe d'études et d'information sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est un groupe très sérieux qui dépendait du CNES, mais Centre National des c'est un service administratif en fait. Voilà, c'est pas une association quelconque. Non, ça fait partie des pouvoirs publics, ça fait partie du CNES. Entre nous, on le surnomme le bureau des ovnis, en gros. Il y a eu un documentaire là-dessus qui s'appelle ainsi, qui raconte l'histoire du GEPAN, qui a été fait par le réalisateur Dominique Filleul, dont le film sur Valençol sort le 9 juillet 2025. On en reparlera de cette affaire de Valençol parce qu'effectivement, elle est assez particulière. Et donc voilà, ce CNES, au sein du CNES, ce GEPAN. Au sein du CNES, qui est donc le Centre National d'études spatiales, qui est l'équivalent du CNRS, mais pour tout ce qui concerne le spatial. Au sein du CNES, il y a donc un bureau, il y a un service avec 2 personnes qui sont sur Toulouse, qui sont destinataires de tous les signalements, de toutes les alertes d'observation d'OVNI en France, via des témoins qui téléphonent ou via des témoins qui font une déposition auprès de la gendarmerie, et la gendarmerie transfère le procès-verbal auprès du GEPAN. Alors d'ailleurs, on a vu que ceux qui connaissent un peu le travail du GEPAN, 95% des éléments qu'ils étudient sont clairement explicables, mais il y a quelques pourcentages qui restent non élucidés. D'ailleurs, il y a eu les fameux rapports, je l'explique à ceux qui nous suivent, le rapport Cometa, qui a été assez connu, qui a été remis sous l'ère Chirac. Et Jospin. Et ce rapport, il y a eu aussi quelques années plus tard le rapport du GEPAN. D'ailleurs, on l'a publié dans Nexus, une partie. Voilà, ça date déjà, numéro 94 de 2014. Vous pouvez vous le procurer encore sur nexus.fr. Le CNES face à l'ultime secret d'État. Il y a eu c'est un super dossier de 30 pages qu'il y a eu à l'intérieur du magazine. Ouais. Et on voit que ce soit le rapport Cometa qui a eu plus de visibilité publique officiellement, ou ce rapport-là, qui a des éléments tangibles, factuels, non explicables par la technologie qu'on connaît, et ou par des phénomènes aussi météorologiques qui peuvent parfois expliquer des phénomènes dans le ciel. Qu'est-ce qui, selon toi, justifie qu'on s'intéresse à ce sujet et qu'on arrête de le qualifier de sujet farfelu ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, moi, c'est ça qui, en tant que journaliste scientifique, à titre personnel, pourrait m'intéresser ou me captiver aujourd'hui, c'est que c'est une énigme scientifique. C'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant, à mon sens. Même quand on fait des vérifications et que du coup, suite à ces vérifications, on va avoir l'explication ou la confirmation que c'est lié à un phénomène naturel, que c'est lié à une rentrée atmosphérique d'une fusée ou une sortie atmosphérique de fusée, comme le tourbillon bleu qu'on a eu récemment, qui était lié à une fusée qui était envoyée dans le ciel. Et le fait que ça prenne cette forme de spirale bleue dans l'atmosphère, c'est très intéressant parce qu'en fait, en creux, ça nous donne des informations sur comment fonctionne l'atmosphère terrestre dans sa manière de réagir par rapport à des événements. Donc, le fait de regarder en face le sujet, y compris pour y trouver des explications quand on est avec des situations naturelles et normales, j'oserais dire, ça fait progresser la connaissance, ça fait de la culture scientifique, ça nous rend un peu moins ignares ou un peu moins bêta par rapport à des choses qui nous dépassent ou à des choses qu'on ignore. Donc tout d'abord, dans une logique vraiment de repousser les limites de l'ignorance, le sujet est captivant simplement dans ce côté comprendre des anomalies et distinguer celles qui sont explicables, qui sont à mon sens tout autant intéressantes scientifiquement que les autres, que justement le constat d'un truc inexplicable. Parce que si c'est inexplicable aujourd'hui, ça sera explicable un jour. Même si cette explication, c'est ça qui va venir heurter ou défier la conception du monde et du réel qu'on va avoir. Une autre chose moi, qui m'a frappé et qui du coup aujourd'hui m'anime dans le fait de m'intéresser à ce sujet, c'est que
moi, je trouve ça très troublant, très étonnant, que par rapport à quelque chose qui, officiellement, parce que ça a changé maintenant depuis 7-8 ans, hein, mais pendant très longtemps, pendant des décennies, en tout cas sur l'ensemble du XXe siècle, officiellement, ça n'existait pas. Officiellement, ça n'était pas sérieux. Officiellement, ceux qui en parlaient, c'était des farfelus. C'est quand même dingue comment c'est omniprésent autour de nous. C'est présent, bien sûr, via Hollywood et le cinéma, c'est présent via les séries télé, donc c'est présent non seulement dans la science-fiction, la littérature, les romans, les écrits, mais aussi donc à l'image. Et à l'image, on a aussi de la publicité, donc ça rentre aussi dans la publicité. Donc on voit qu'il y a toute une espèce de pop culture avec les aliens. Moi-même, aujourd'hui, j'ai mis ça un peu en clin d'œil avec un petit t-shirt de détection des aliens, parce qu'on a des designers qui se sont emparés du sujet. C'est devenu le fameux visage ovale avec les yeux en amande, c'est devenu un mème ou c'est devenu un code graphique qu'on retrouve un peu partout, qu'on envoie dans nos SMS, etc. etc. Donc, et qui vient un peu décrédibiliser cette question-là pour les journalistes comme toi qui vont enquêter. Alors, moi, comme dans mon cas, comme j'ai une formation initiale plutôt en sciences humaines, en sciences sociales, en ethnologie, en anthropologie, donc en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a un phénomène social. Et donc, c'est ça, moi, qui va m'animer au fond sur le sujet UFO, et via notamment les articles qu'on publie ensemble au sein de la revue Nexus, c'est l'impact humain du phénomène OVNI. C'est-à-dire qu'on a un phénomène, si on repose un peu les choses dans l'ordre. Il y a un phénomène, il y a quelque chose qu'on va observer. Après, gardons-nous de tout jugement a priori. Le jugement, on va le faire dans un second temps. Donc le phénomène d'abord, le jugement ensuite. Et en même temps, on sent bien que la question OVNI et la question extraterrestre qui est associée à la question OVNI, ou qu'on va associer ensemble, la soucoupe qui débarque, la soupe aux choux, le gendarme et l'extraterrestre, rencontre du troisième type, qu'est-ce qu'on a encore comme film, La guerre des mondes, si on prend la version avec Tom Cruise. Bref, on a comme Independence Day, bien sûr, Contact, récemment, le film de Denis Villeneuve. Donc on voit très bien qu'on baigne dans un univers d'images, un univers de narratifs, de récits, où les extraterrestres sont là. Alors, on va avoir deux points de vue par rapport à ça. Est-ce que ces histoires fictives avec des extraterrestres, c'est en fait les humains qui utilisons l'extraterrestre comme métaphore par rapport à l'étranger, ou est-ce qu'au contraire, par rapport à la question de autrui, de la personne qui est l'autre que vous, qui est différente de vous. D'ailleurs, dans la langue anglaise, c'est très intéressant parce que c'est le mot alien. Et donc, il l'utilise aussi par rapport les aliens, c'est les étrangers. Mais il y a alien et il y a foreigner. Foreign, étranger qui n'est pas de mon pays, en quelque sorte. Et alien, étranger au sens qui est vraiment très étranger, quoi, qui est vraiment différent de moi. Et donc, en fait, l'extraterrestre, d'un point de vue philosophique, incarne la différence la plus absolue, la plus radicale par rapport à l'humanité. Et donc, ça nous fait plonger dans des questions philosophiques existentielles. Donc, il y a les deux aspects. Il y a à la fois en quoi l'extraterrestre, c'est comme un masque de l'étranger, au sens celui qui n'est pas français, celui qui n'est pas américain, celui qui n'est pas européen, etc., etc. Ou au contraire, l'extraterrestre, c'est, d'un point de vue philosophique, c'est l'absolue différence. Et donc, face à cette différence, qu'est-ce que nous, on devient? Et c'est là où ça lance la machine dans la tête, ça devient une formidable machine à penser. Et donc, cette machine à penser, ça devient un moteur de l'imaginaire. Et hop, les films, hop, la science-fiction, tous ces récits fictifs qui mettent en scène des situations, et ça nous fait cogiter. Et donc, tout ça, pour moi, ou en tout cas cette partie-là, la partie médiatique, la partie culturelle, c'est un exemple. Ça incarne en tout cas une famille d'impact sur l'être humain, la question OVNI, la question extraterrestre. Et l'autre gamme d'impact, c'est ce qu'on voit depuis 2017, ou c'est ce qu'on voit depuis les années 50, ou ça peut être ce qu'on voit depuis Roswell, 1947 et ainsi de suite, et voire un petit peu avant. C'est-à-dire, on pourrait dire depuis qu'on a des technologies modernes, depuis qu'on parle de l'ufologie moderne, avec les observations de Kenneth Arnold en juin 47, et puis en juillet 47, on a l'histoire du crash de Roswell, du crash présumé de Roswell. Et bien en fait, il y a aussi un impact militaire, politique, qui concerne des industriels, qui concerne des structures de pouvoir, qui concerne du secret d'État, qui concerne de la défense. Donc là, on voit que la question OVNI, à la fois, ça devient un sujet militaire
donc secret défense, donc armement, donc innovation, donc industrie lourde, etc., etc. Et on rentre dans des trucs qui sont renseignement, psyops, manipulation de l'information, secret d'État. Donc, on va dire que ça n'existe pas, que non, on ne s'y intéresse pas, on va mentir, etc., etc. Ou au contraire, on va semer les graines d'une autre forme de désinformation qu'on va qualifier de désinformation amplifiante, qui est le fait, au contraire, de faire monter la mayonnaise, quoi. Et ça, typiquement, une série comme X-Files dans les années 90, en fait, qu'on a tous plus ou moins regardé, ou en tout cas que les cinquantenaires ont plutôt tous regardé, qu'on a beaucoup d'entre nous, en tout cas, l'avons vu le succès que ça pouvait avoir. En France, c'était diffusé notamment sur M6, de mémoire, le dimanche soir. Donc en fait, ce que contient X-Files au niveau de la mythologie extraterrestre, ou de ce qu'on peut appeler de façon plus générale le folklore extraterrestre. Folklore, mythe, mythologie. Ce que tu appelles, toi, dans ton ouvrage, l'ufotainment. En quelque sorte, l'ufotainment, c'est tout l'écosystème médiatique qui vend du temps de cerveau disponible avec des histoires d'aliens. Donc c'est Alien Theory, c'est les docu-fictions, ça va de Hollywood et Spielberg jusqu'aux documentaires qui vont passer sur Netflix et qui sont des cartons d'audience, y compris le documentaire qui est sorti il y a 1 an à peu près maintenant, sur AL, par exemple. D'accord ? Exact. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça passionne les gens. Finalement, tout le monde va dire que c'est farfelu, mais tout le monde regarde quand même pour essayer de voir. Exactement. Donc moi, on revient à ce constat d'étonnement. C'est-à-dire que c'est super étonnant que par rapport à un truc qui n'existe pas, on va dire de façon commune, admise, c'est ce que nous dit le ministère de l'Industrie en France, etc., encore il n'y a pas très longtemps, pour un truc qui officiellement n'existerait pas, c'est quand même vachement étonnant de voir comment c'est présent, comment ça imprègne à ce point-là toutes les dimensions de ce qu'il y a autour de nous, ou en tout cas, comment c'est très visible sur nos écrans. Donc, est-ce que c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de fumée sans feu, ou est-ce que, au contraire, c'est parce qu'on s'amuse à frissonner, à se faire peur, ou est-ce que, en fait, c'est une stratégie de diversion pour nous cacher des choses ? Il y a plusieurs... on peut prendre plusieurs lunettes pour décoder tout ça. Mais l'ufotainment, en tout cas, c'est cette idée, c'est la dérive mercantile qu'il y a, et notamment via l'écosystème médiatique, sur les questions OVNI. Et donc, par exemple, il y a des interviews que je cite dans le bouquin de publicitaires qui expliquent pourquoi ils font des pubs avec des ovnis à l'intérieur ou avec des extraterrestres à l'intérieur. Parce qu'en fait, le fait que l'ovni est différent, le fait qu'un extraterrestre ou un petit homme vert ou un poulpe avec des 3 yeux et tout ça soit différent de l'humain, en fait, au niveau de nos yeux, de notre attention, hop, ça nous percute, ça nous intrigue, ça nous arrête, parce que ça sort de l'ordinaire. Ensuite, automatiquement, les questions d'extraterrestres sont associées à des questions d'avancées technologiques et de technologies extrêmement sophistiquées. Donc, un extraterrestre qui utilise un truc, un bidule fabriqué par une industrie quelconque, que ça soit une brosse à dents électrique ou un grille-pain ou machin, en fait, il fait bénéficier le produit de son aura de technologie avancée. Donc c'est devenu un produit marketing. Oui, par rapport aux choses auxquelles la question OVNI est associée. Parce qu'on a associé cette question-là à une avancée technologique forcément nécessaire, puisque beaucoup de gens qui critiquent l'exploration de ce sujet-là et qui vont la trouver farfelue vont dire que oui, on peut admettre qu'il y a de la vie dans l'univers, vu l'immensité de l'univers et le nombre de planètes habitables qu'on découvre de plus en plus, mais ils arrivent avec une condition, c'est que c'est impossible que s'il y a une civilisation sur ces planètes-là, qu'elle puisse nous visiter, parce que la distance est trop grande, etc. Et donc, aucune civilisation ne pourrait franchir cette distance-là, malgré les avancées technologiques, malgré aussi ce qu'on trouve, nous, sur Terre. Oui, mais ça, c'est ce qu'on va imaginer. Théoriquement, courber l'espace-temps, essayer de franchir le mur de la vitesse de la lumière, etc. etc. Donc, il y a ce tabou technologique que beaucoup de gens ne sont pas prêts à admettre. Est-ce que c'est ça qui caractérise, on va dire, l'intérêt autour des ovnis, c'est-à-dire si on admet que ces technologies nous survolent, c'est qu'il y aurait des milliers d'années d'avance sur nos technologies à nous. Alors, il y a plusieurs choses à dire si on part dans si on admet.
puisqu'il y a vraiment plusieurs conséquences. Donc, pour revenir à ce qu'on pouvait dire au début, donc ouais, comme moi je suis formé sciences sociales et notamment analyse des médias et les stratégies d'influence et les relations publiques et comment on bâtit comme ça un environnement de communication, comment marche l'information, comment on met en forme ou on met en scène les choses pour suggérer des idées, suggérer des valeurs, renforcer des narratifs, diffuser des fake news, au contraire, faire un travail de debunking, etc., etc. Enfin voilà, comme je suis formé par rapport à tout ça, automatiquement, c'est l'angle d'attaque avec lequel j'aborde le sujet. Donc je l'aborde d'abord comme un fait social, comme un phénomène social. C'est quelque chose... De fait, quelque chose existe autour de nous, mais dans notre environnement culturel, quoi, dans notre environnement social. Et c'est ça d'abord qui va m'interpeller, qui va m'étonner. Et derrière, comme on est avec des auditions au niveau du Congrès des États-Unis, et en fait, il y a plein d'événements qui touchent la sphère politique, qui touchent la sphère militaire, qui touchent la sphère de la sécurité. On a des pilotes d'avions de chasse de l'armée, de la Navy américaine, de l'aéronavale américaine qui témoignent, qui prennent la parole pour dire qu'ils ont vu des trucs. D'ailleurs, il y a des vidéos accessibles sur Internet, sur YouTube, voilà, qui ont été dévoilées officiellement. Voilà, et le destin de ces vidéos est très intéressant, puisque F8, en 2017, avec les fameux... Ce qui lance le sujet, c'est ce qui redonne un nouvel essor à la question OVNI en termes d'histoire contemporaine récemment, c'est l'opération de communication qui se passe en décembre 2017 avec des articles sur un programme secret du Pentagone qui s'intéresse aux OVNI et qui est dévoilé via des articles qui sont publiés dans le New York Times, dans Politico et dans le Washington Post, qui sont 3 médias leaders aux États-Unis, et qui sont 3 médias leaders dans l'actualité politique, l'actualité générale et politique. Donc on a aux États-Unis un programme des programmes secrets comme celui de l'AATIP. ATIP, ouais. ATIP, qui est révélé par ces médias mainstream, donc on ne peut pas remettre en cause, sur ces programmes qui ont des financements américains de recherche autour des OVNIs. Alors ça fait la une de l'actualité, ça fait la une avec des vidéos qui sont fuitées, c'est-à-dire que les articles s'accompagnent d'articles satellites, d'articles périphériques qui sont publiés à peu près en même temps ou dans les jours qui suivent, où il y a des interviews de pilotes d'avion, des pilotes à la retraite, qui sont plus d'actifs, des militaires qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu fait écho avec les vidéos qui sont fuitées, voilà, qui sont mises en ligne à partir du mois de décembre 2017. Alors on mettra quelques extraits et les liens vers ces vidéos où on voit effectivement... Et ça crée un choc. Ces pilotes de chasse qui essayent de faire un lock sur une cible qui en fait est... quasiment impossible à loquer et qui s'en va à des vitesses fulgurantes. Et donc, ce qui fait que ces articles-là cochent les cases de la fiabilité, on peut leur faire confiance, ils disent pas n'importe quoi. Des médias hors de tout soupçon, puisque le Washington Post, par exemple, il a cette aura dont il bénéficie, qui est celui qui a révélé le Watergate au début des années 70. Et puis, on a des témoins qui, pareil, cochent les cases d'être des gens responsables, avec les yeux en face des trous, et qui savent manipuler des engins qui coûtent des millions et qui sont capables de donner la mort. Et les types, ils disent, on a des machins qu'on a vus avec nos appareils de mesure, on a des traces, on a des enregistrements, avec ce qu'on appelle nos instruments de bord, avec nos caméras, nos radars, nos trucs. On a vu des choses de nos yeux vus et qui ont été vues aussi par nos machines embarquées, par nos caméras thermiques ou autre chose. À aucune technologie. Qui ne ressemblent, et qu'on n'est pas capable de rattraper et qui vont plus vite que nous et qui nous dépassent technologiquement. Donc à moins qu'un État sur cette planète ait une technologie de centaines d'années d'avance, on peut émettre l'hypothèse que ça ne vient pas de cette planète. Voilà, donc décembre, ça c'est une des hypothèses possibles. Il y a à peu près 160 hypothèses qui existent sur le marché depuis les années 50 ou 60 sur la question OVNI et sur la question extraterrestre. Parce que c'est venu après l'affaire Roswell qui a fait grand bruit à l'époque. Oui. Bon, en fait, il y a énormément de le sujet est immensément vaste. C'est-à-dire les événements, les chronologies remarquables, voilà. Oui, c'est-à-dire que dans l'ouvrage, je reviens sur une quinzaine d'observations remarquables qui sont des observations. Il y a énormément d'observations qui existent. Il y a des bases de données qui recensent 200 000 observations sur l'ensemble du XXe siècle.
Il y a des chiffres que Luis Elizondo, un des divulgateurs sur la question des programmes du OVNI du Pentagone, dans son livre Imminente, évoque le fait qu'il y a 15 000, rien que pour l'Italie, entre 1905 et 2011, il y a 15 000 cas d'observation d'OVNI. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui est ancien, qui est international, qui concerne tous les pays du monde et qui traverse l'histoire et qui ne cesse de se reproduire. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là. Mais donc ça crée un vrai coup de tonnerre dans le ciel américain, ces articles du Washington Post et du New York Times. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils viennent complètement contredire la version officielle aux États-Unis qui a cours depuis 20 ou 30 ans, qui est de dire que ça n'existe pas et que c'est pas très sérieux et qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc, ça n'existe pas, c'est bizarre parce que donc depuis ce que révèle l'article de 2017, c'est qu'il y a eu un programme secret en 2008-2009, entre 2008 et 2010, financé à 22 millions de dollars, qui a étudié la question OVNI UAP. Le fameux truc UAP. Il ne faut pas oublier que donc, le nom de code aux US depuis le 21e siècle pour les ovnis, c'est le mot UAP. Donc il y a un programme d'études sur les UAP financé au sein du Pentagone avec des sénateurs américains qui ont validé le fait de mettre 22 millions de dollars sur la table pour mener 2 ans de recherche sur ce truc-là. Et donc il y a des sous, il y a de l'argent public. C'est un programme au sein du Pentagone. Et puis surtout, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Il y a une cinquantaine de salariés. Et même quand le programme a été terminé au niveau de son financement, des militaires, ou en tout cas des employés du Pentagone, ont continué à suivre le dossier et à rassembler des infos. Et c'est ça qu'on appelle ATIP. ATIP, c'est un sous-ensemble d'un programme qui s'appelle ASAP, c'est-à-dire AAWSAP, qui est ASAP, c'est un peu le vaisseau mère, c'est la boîte commune de différents sous-programmes, et c'est cette boîte commune qui a été financée à 22 millions de dollars. Voilà. Et il y a eu il y avait 10 ou 15 axes de recherche à l'intérieur, qui étaient autant de sous-programmes en quelque sorte. Alors, qui est Christopher Mellon, que tu cites dans ton ouvrage, qui travaille au Pentagone et qui a été auditionné parce qu'il y a des auditions au Congrès américain, c'est très officiel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que suite à 2017 et aux révélations médiatiques renforcées et soutenues par des vidéos qu'ont filmé des ovnis, et c'est des vidéos qui proviennent des avions de chasse de la Navy américaine, le Pentagone authentifie les vidéos en 2020, c'est-à-dire pendant 2 ans et demi, il dit rien, il prend pas position. Il y a les vidéos qui font des millions de vues, qui sont visibles auprès bien sûr des plateformes de médias, les pages web des journaux, des quotidiens politiques américains. C'est sur YouTube, ça fait du bruit. Mais c'est en 2020, le Pentagone finalement va reconnaître que c'est des vraies vidéos et qu'effectivement elles sont exactes, qu'elles existent, alors qu'avant ils n'avaient rien dit. C'était uniquement des fuites. Ça change tout quand même. Et ça participe de changer le truc. Donc ce qui fait que à partir de 2020, on a le Congrès américain qui se met dans la boucle, puisque eux, leur boulot, c'est de valider le budget et de suivre si l'argent public est bien utilisé. Donc, ils utilisent cet argument qui est « mais comment ça se fait que vous mettez de l'argent sur ce dossier-là, nous, on n'est pas au courant ». Comment l'argent a été utilisé, ça donne quoi les recherches qui ont été faites. On veut des réponses, répondez à nos questions. Et donc ce qui fait qu'il y a des auditions qui ont lieu à partir de 2020 au sein du Congrès américain, soit au niveau des représentants, c'est l'équivalent des députés, soit au niveau des sénateurs. Sachant qu'un sénateur américain, il a 10 fois plus de moyens qu'un sénateur français à peu près. Donc c'est des grosses équipes, c'est vraiment c'est du solide, quoi, c'est du sérieux. Et donc depuis 2021, en gros, il y a eu 4 auditions au sein du Congrès américain sur la question des ovnis. Alors à chaque fois, c'est pas les mêmes personnes qui interviennent, soit c'est des hauts fonctionnaires, des cadres, des agences de renseignement du Pentagone qui répondent aux questions. Soit ça va être des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire donc par exemple il y a eu David Grush en juillet 2023 qui a fait partie de ces employés qui ont suivi la question OVNI avec AATIP dans les années 2015, 2016, 2017 ou alors dans les années 2017, 2018, 2019 et qui en fait en 2023 décide de prendre la parole parce que
il estime que le secret, la désinformation ou le secret qui est maintenu sur ce dossier nuit aux intérêts de la nation américaine. Alors si je ne me trompe pas, donc lui c'est un ancien membre du renseignement qui a témoigné sous serment et qui a affirmé que le gouvernement américain détiendrait des véhicules non humains récupérés et dissimulés depuis des décennies. Et il évoque un programme secret de rétro-ingénierie. On est quand même... c'est la science-fiction totale. C'est du très très lourd ce que ce monsieur. Ah oui, non mais c'est pour ça que... Donc, il y a plusieurs manières de voir les trucs. C'est-à-dire que là, ce qui est quand même complètement délirant, si on peut le dire ainsi, c'est qu'en fait, c'est des paroles qui sont proférées sous serment au sein du Congrès américain. Aux États-Unis, ça vaut cher de mentir sous serment. Et en fait, tout vaut cher. C'est-à-dire que le secret des affaires, respecter la classification des documents, le fait que vous n'avez pas le droit de dire ça, ça doit être respecté. Le fait de protéger les lanceurs d'alerte, ça doit être respecté. Le fait de garantir la liberté d'expression, ça doit aussi être respecté. Donc, vous voyez, en tout cas, la notion d'information et la prise de parole, il y a un cadre légal aux États-Unis qui est beaucoup plus explicite et beaucoup plus percutant, j'ai envie de dire, que ce qu'on a en France, par exemple, où on est censé être sur les mêmes bases, mais il n'y a pas vraiment un droit qui va être appliqué ou un droit qui est considéré comme étant, par exemple, comme c'est le cas, le premier article de la Constitution américaine, c'est la liberté d'expression. Chez nous, c'est pas exactement le premier. Un peu plus loin. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a ça qui se passe. Alors, il le dit dans le cadre du Congrès, mais ça faisait 6 mois qu'il le disait en fait. Il le disait via des interviews données dans la presse, via des interviews vidéo qui, pareil, ont cartonné avec des millions de vues sur YouTube ou ailleurs. Donc, on est, en termes de machine médiatique, on est avec des lanceurs d'alerte qui font fuiter des infos via des médias spécialisés pour suivre la divulgation en matière d'ufologie, d'ovnis, de programmes secrets extraterrestres, etc., au sein de la nébuleuse, du labyrinthe, de l'appareil d'État américain, des 17 agences de renseignement qui sont chapeautées par le Pentagone. Enfin, c'est un dédale absolu. C'est des histoires à n'en plus finir. Enfin, on pourra y revenir un peu après dans la discussion. Et puis, tout ça fabrique une bulle médiatique, une pression populaire, un intérêt du public sur le sujet, qui vont donc taper du coude ou faire pression sur les élus en disant « Non mais là, il y a quand même un truc qui se passe, c'est pas normal, comment ça se fait, tout ça ?» Et donc, ça légitime et ça déclenche le fait de faire une audition au sein du Congrès. Et parce que les mêmes choses sont dites au sein du Congrès, à peu de choses près, il va redire plus ou moins pareil, là, c'est dit sous serment. Et c'est dit dans le cadre de la maison du peuple, ou dans la maison des élus en tout cas. Et donc ça devient une affaire politique. Okay ? Donc ce qui est de l'ordre de la divulgation tel qu'on pouvait chercher à le faire avec les années 80, ou tel que ça a pu se dérouler en 2001 avec le Disclosure Project, qui était une espèce de conférence de presse marathon qui a duré 8 heures, où il y a eu une personnalité américaine de la question de la divulgation des ovnis qui s'appelle Stephen Greer, qui a mis sur scène une vingtaine de témoins qui chacun ont pris la parole pour dire « Moi j'étais présent, moi j'étais un militaire ». À chaque fois c'était que des militaires qui chacun témoignaient au visage découvert que dans le cadre de leur activité de militaire, dans les années 60, 70, 80, voire 90, ils ont eu le dossier OVNI, ils ont eu des observations d'OVNI qui sont venues, et donc ils étaient comme ça, ils étaient sur cette logique de cumuler des témoignages, pareil, par rapport à des personnes qui étaient hors de tout soupçon, ou qui étaient des témoins fiables, comme on va dire. Donc là, le fait que ça prenne une dimension une couche en plus, que ça soit des auditions au sein du Congrès américain, politiquement, ça n'est pas anodin, ça devient quelque chose, et ce quelque chose, donc on se retrouve à avoir un lobby pro-UFO, pro-divulgation au sein du Congrès américain, qui se constitue avec une vingtaine d'élus, il y a 20-25 élus dans ce lobby pro-UFO, qui eux ne lâchent rien en interne, et font des propositions de loi, prennent la parole, font des conférences de presse, sont bien sûr à la manœuvre sur les auditions qui sont organisées, et qui continuent la pression. Donc, s'ils font la pression, c'est qu'ils ont les cartouches et les biscuits pour y aller. Ça veut dire que donc il y a des personnes qui les conseillent en coulisses. Donc, il y a des juristes qui vont les conseiller. Il y a des lanceurs d'alerte, des anciens militaires ou des anciens du service de renseignement qui vont leur dire en off des choses qu'ils ne peuvent pas dire publiquement, mais qui vont nourrir leurs convictions et nourrir le fait de ne rien lâcher sur le dossier.
Ok, ça c'est la situation, c'est ce que dans le bouquin, c'est ce que je vais appeler la bataille du Congrès, qui récapitule un peu tous ces rapports de force et ces bras de fer. Oui, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, la plupart viennent des États-Unis, en tout cas depuis ces dernières années, qui viennent un peu crédibiliser le sujet, lui donner un intérêt journalistique et politique. Est-ce qu'il y a ce même lobby pro-UFO au Parlement européen ? Alors, non, pas encore au sein du Parlement européen, au sens où il n'y a pas encore de lobby UFO politique. Il y a un lobby UFO société civile, et en fait, et ça s'est passé en mars 2024, via une conférence qui a eu lieu au sein du Parlement européen, une discussion qui a duré 2 heures. J'ai eu la chance d'être présent, j'ai eu la chance d'en faire partie. À ce moment-là, je travaillais encore au sein du Parlement européen. Et donc, j'ai pu vivre de l'intérieur la mise en place de cette conférence, de cet événement, qui était porté par un député portugais, un député européen portugais, qui était un député écolo en plus. Donc, moi, je travaillais pour Michel Rivasi sur des questions santé-environnement, le travail qu'on faisait sur la question des textos de Ursula von der Leyen, donc l'accès à l'information, le problème des lobbies, la capture des politiques publiques par rapport à des intérêts industriels qui visent le profit d'abord ou le rendement d'abord et la santé publique ensuite. Enfin voilà, donc on était sur ces sujets-là. C'est une question qui l'intéressait, Michel Rivasi? On n'en a jamais parlé et c'était pas du tout dans notre, c'est pas du tout dans notre scope et c'était pas du tout dans nos quotidiens. Moi, j'ai découvert le fait qu'un député vert s'intéressait au sujet via Twitter. Par rapport à des interventions, des discours qu'il a fait en plénière à Strasbourg, qui duraient des mini-discours qui duraient 1 ou 2 minutes, où il a fait un plaidoyer pour l'échange, le partage d'informations à l'échelle européenne sur le sujet, le fait de mettre à jour les législations spatiales ou les législations en matière de sécurité aérienne pour prendre en compte la question UAP, etc. etc. Et donc, c'est en faisant une revue de presse perso sur le sujet par rapport au fait de suivre un peu l'actu que je tombe sur ces vidéos et ces tweets avec les vidéos à l'intérieur, quoi, faits par Guerreiro, le député portugais. Et j'hallucine de voir que j'étais pas du tout au courant que tu avais un député qui prenait la parole sur le sujet, donc je vérifie rapidement. Il avait posé des questions écrites, c'est-à-dire qu'il avait interpellé la commission selon des outils qu'on a, des outils qui font partie des leviers d'action des députés européens. Il avait donc posé des questions écrites à la commission depuis juillet 2023 sur la question des UAP, c'est-à-dire suite à l'audition justement qui avait lieu au Congrès avec David Grusch. Et ça faisait plusieurs mois qu'il posait des questions. Et puis là, il commençait à prendre la parole publiquement, y compris en plénière, pour dire sur la question des UAP, il faut s'y intéresser, c'est important. Mais de fait, Francisco Guerreiro, même si en off, son équipe et lui-même l'ont confirmé, il y a eu des députés qui sont venus le voir, il y a eu des gens du Parlement qui sont venus le voir en lui disant « c'est super que t'en parles, le sujet m'intéresse ». Je peux pas apparaître publiquement dessus, je peux pas me griller en allant sur le sujet. C'est encore un coup politique à ce... Oui, un coup au sens une perte. Ça. Voilà, c'est pas un coup au sens une initiative. Mais, perte de crédibilité politique. Voilà, exactement. Ouais. Peu de gens veulent assumer. Voilà. Donc, il y a eu comme ça 4-5 personnes au sein du Parlement qui sont venues voir les équipes de Guerreiro et Guerreiro lui-même pour lui dire c'est très bien, je vous soutiens, machin. Mais par contre, moi, pour l'instant, je me mouille pas, j'apparais pas publiquement. Donc, Guerreiro prend la parole face caméra en s'intéressant au sujet et il est motivé exactement parce que tu viens d'évoquer précédemment, c'est-à-dire qu'il constate qu'on en parle aux États-Unis, on en parle ailleurs dans le monde, on en parle au Japon, et l'Europe a dit quoi ? Il se passe quoi ? Et donc c'est ça qui fait que avec l'été 2023, il décide de s'intéresser au sujet, de s'en emparer pour en gros, je vais pas dire foutre le bordel, mais en tout cas mettre les pieds dans le plat, quoi, par rapport au fait que on a des associations sociétés civiles qui existent dans tous les pays européens. On a en France le GEPAN qui existe aussi, qui est le seul un peu service officiel qui existe non militaire, puisque donc ça dépend pas de l'armée de l'air, ça dépend pas de l'armée ou du renseignement militaire, ça dépend du CNES.
Donc, qui existe en France et qui existe depuis très longtemps et qui est considéré un peu comme un modèle par les autres organisations qui s'intéressent aux questions OVNI à travers le monde. Et donc, quand est-ce que l'Europe va mutualiser ses informations ou ses observations? Est-ce que l'Agence spatiale européenne s'intéresse à la question des OVNI? Qu'est-ce qu'ils font sur le sujet, quoi? Est-ce qu'il y a au moins un peu de veille? Donc il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a cette idée comment les règles de l'aviation, de la sécurité aérienne européenne prend en compte collecte les signalements en matière de rencontres ou de croisements de trajectoires avec des UAP. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle spatiale? Qu'est-ce qui se passe à l'échelle du renseignement ou même de la veille scientifique à l'échelle européenne, qui va peut-être chercher à mutualiser des informations qui sont collectées à l'échelle de tous les États membres. Et à chaque fois, il n'a que des réponses négatives, polies, mais négatives, en disant « c'est pas notre affaire à l'échelle européenne, c'est du ressort des États membres, nous on ne s'en occupe pas ». Et donc, c'est comme ça qu'il commence à prendre la parole de façon un peu plus véhémente et à voix haute en janvier-février. Janvier-février 2024. Moi, je découvre son existence à ce moment-là, et on était dans le même groupe politique, donc lors d'une pause en fin de journée ou entre midi et deux, je vais taper à sa porte, quoi. C'est ce qui te met le pied à l'étrier, et c'est ce qui nous fait aussi nous rendre compte que ce qui se passe aux États-Unis est sans commune mesure avec ce qui se passe en Europe, où on est très timide et frileux sur le sujet. Là-bas, ils osent en parler, ils osent déclassifier, ils osent faire témoigner des personnalités du Pentagone ou d'autres organismes officiels et faire fuiter des vidéos. On parlait de ces fameuses vidéos là qui ont fuité de la marine américaine. Oui, mais si les vidéos fuitent, c'est parce qu'en fait, on a des gens dans le Pentagone qui ont vu ces vidéos, on a des gens qui s'intéressent à la question OVNI au sein du Pentagone, et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui estiment que se taire ou être dans le déni, ça ne rend pas service à l'intérêt général, et ça ne rend pas service à l'intérêt stratégique des États-Unis. Donc le fait que des infos restent secrètes pendant des décennies en ne sachant pas qui est responsable, qui s'en occupe, ce que ça devient et ce que l'on fait exactement, en fait ça devient contre-productif. Et c'est ça qui va leur donner, notamment chez Luis Elizondo, qui va leur donner la motivation, qui va leur donner le courage de sortir du silence et du secret pour prendre la parole publiquement. Et entre 2017 et 2020, c'est ce qui se passe avec les articles dans la presse. Les articles deviennent des reportages qui passent à la télévision, et les reportages qui passent à la télévision deviennent des documentaires qui vont passer sur National Geographic, qui vont passer sur Netflix, qui vont passer sur History Channel, et ce qui fait qu'il y a comme ça toute une vague médiatique qui se déroule entre 2017 et 2020, qui génère une pression de l'opinion publique qui fait que, au niveau des élus du Congrès américain, ils commencent à s'y intéresser sérieusement. Parce qu'ils ont un gain politique à s'y intéresser. Je suis intéressé de connaître un peu ton point de vue sur l'implication des États et les implications géopolitiques, parce que je pense que ça, c'est vraiment un aspect qu'il faudra aborder. Mais avant, je voudrais savoir quels sont pour toi les événements les plus saillants, les plus marquants. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est, en tout cas aux États-Unis, les fameuses lumières de Phoenix. 97, ça a fait grand bruit, il y a des vidéos qui tournaient, il y a un gouverneur qui a témoigné aussi après coup sur cette affaire-là, qui a engagé des milliers de témoins toute une nuit qui ont vu la même chose pendant plusieurs heures. Si on revient en Europe, la fameuse vague belge, qui a 89-91, ouais. qui était plus quelques années avant, qui a aussi engagé des milliers de témoins pendant ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, je crois. Donc il y a quand même des choses assez invraisemblable. Bah ouais, assez dingue, ouais. À une époque où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire des fausses vidéos comme aujourd'hui, où on pourrait avoir du mal quand on voit des vidéos aujourd'hui d'OVNI, à porter du crédit. Alors que dans les années 80-90, plus compliqué de porter un peu le doute. Donc, est-ce qu'il y a des affaires comme ça qui t'ont marqué et qui te convainc de la réalité de ce phénomène? Est-ce qu'il y en a d'autres que les lumières de Phoenix, la vague belge, que tu pourrais citer? Oui, il y en a beaucoup d'autres. Moi, au sein du bouquin, j'ai choisi de parler d'une quinzaine, d'une petite quinzaine de cas qui sont des cas très intéressants, ou qui sont des cas qui sont marquants par rapport à l'histoire de l'opinion publique. On a une observation en 42 de mémoire, ou 1941, aux États-Unis, à Los Angeles, qui s'appelle la bataille de Los Angeles. Qu'est-ce que c'est? On est en pleine Deuxième Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, un soir, entre 20h et... Enfin, entre 20... Oui, ça commence à 20h, mais c'est vraiment entre 22h et 2h du matin, 3h du matin. Il y a des lumières dans le ciel. Et donc, il y a la DCA on est côté Los Angeles, donc on est côté Californie. Donc la défense antiaérienne. Défense antiaérienne américaine, nord-américaine, se met en alerte et tire sur ces objets lumineux qui apparaissent dans le ciel et qui dans la version officielle, ne sont rien du tout. C'est juste un leurre, une histoire, parce qu'en fait, comme on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il y a les Japonais qu'on soupçonne de peut-être vouloir du mal aux États-Unis, et donc il y a toute une peur qui s'active avec un phénomène étrange qui sont donc ces lumières qui apparaissent dans le ciel et qui vont faire l'objet de tirs de la DCA mais qui ne vont shooter rien du tout. Il n'y a aucun objet qui va être détruit et en fait c'est cette nuit un peu folle où les canonnières ont retenti vraiment il y a eu des milliers d'obus qui ont été tirés pendant la nuit. Ça a canonné de partout. Le lendemain, dans la presse, on disait bon bah il y a eu 2 morts. C'est lié à des retombées d'obus qui sont tombés sur des gens, du machin. Mais sinon, on n'a rien eu du tout. C'était une fausse alerte, quoi. Et en fait, c'est cette affaire-là que Spielberg met en scène sous forme de pastiche dans un film de comédie qui s'appelle 1942. Avec les types qui font des vigies en étant dans une grande roue, et la grande roue qui se détache et qui roule dans la ville. Enfin voilà, donc il fait une comédie, un film d'action extrêmement sympa à voir, mais cette histoire elle-même, enfin son film, c'est un pastiche d'un fait divers, enfin qui a touché des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, qui est considéré en fait comme étant un cas d'observation d'OVNI. Donc bien avant l'histoire de Roswell, 47. Oui, exactement, bien sûr. Alors un autre cas qu'on ne doit pas oublier, nous en France, c'est la vague de 54. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, si tu en as entendu parler. Donc en fait, en octobre 54, alors dans les faits, ça commence un peu avant, ça commence en septembre, ça commence peut-être même dès le mois d'août, avec des apparitions isolées, mais en fait, en octobre 54, on a en 3 semaines des milliers d'observations d'OVNI à travers la France, en zone rurale, puisqu'à l'époque, les habitants des villes représentent 25% de la population, en gros. Donc 75% des Français habitent en zone rurale. Et on a donc, et comme on est la presse à l'époque, c'est d'abord de la presse régionale. Et donc c'est via la presse régionale qu'on a quantité de comptes rendus. Les gendarmes sont sur les dents. C'est un événement majeur au sens où sur 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois, on a donc des historiens qui ont fait des thèses sur la vague de 1954, des historiens d'histoire, pas des historiens ufologues, des gars qui étaient en doctorat d'histoire, se sont intéressés à la vague de 54 et ils ont fait tout un boulot, par exemple, de collecte des coupures de presse qui a lieu à l'époque. Et en mettant ensemble les coupures de presse, toutes régions confondues, on est donc à 3000 observations qui ont eu lieu pendant 1 mois. Donc ça veut dire que c'était quasiment, vous divisez par 10 ou par 30, ça vous donne une idée du nombre, des dizaines d'observations par nuit. Une centaine par jour, quoi. À peu près, voilà. Il y a à peu près, et dans toutes les régions de France. Et donc, avec des articles dans la presse où c'est René sur son vélo qui raconte comment il a rencontré 3 petits hommes verts sur le chemin en rentrant chez lui le soir. C'est Germaine qui sort pour nourrir les poules, qui découvre, qui voit des lumières dans le ciel. Difficile d'imaginer que tout le monde ment et que ce soit une hallucination collective. Et donc, par rapport à ces chiffres-là, que je cite dans le livre, il y a à peu près 300 rencontres rapprochées qui ont eu lieu. Donc des rencontres du 3e type. Il y a eu à peu près 300 cas en 1 mois de rencontres du troisième type. Et c'est tellement important que, en fait, ça déclenche quelque chose en France qui est similaire à ce qui peut se passer aux US avec les drones du New Jersey que j'ai raconté dans le numéro de Nexus qui est en kiosque actuellement. Oui, parce qu'il y a quelques mois, quelques années, là, il y a eu cette fameuse vague de Drovny. Les lumières au-dessus du New Jersey, ça, c'est octobre-novembre 2024. C'est novembre-décembre 2024, pardon. C'est novembre-décembre 2024. Et les Drovny, c'est les drones et les lumières dans le ciel, enfin qu'on imagine être des drones, on est sûr de rien, mais ça a des caractéristiques de drones en tout cas, qui ont été observés au-dessus des centrales nucléaires et des sites nucléaires sensibles en France en 2014.
Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. On est à plus d'une centaine d'observations. Il y en avait peut-être une cinquantaine en 2-3 mois en 2014. Toujours pareil, hein, on est sur la période octobre-novembre à chaque fois. Hein. Donc, ceux qui sont fans des calendriers les astrologues celtiques peuvent apprécier la période, hein, sur octobre-novembre à chaque fois. On est comme ça sur ce temps-là. On a donc des vagues d'observations en grande quantité. C'est ce que nous montre l'histoire, en tout cas, à chaque fois. Sur les drovnis, en tout cas, donc les drovnis, c'est un ufologue français qui invente le terme en disant c'est à la fois un drone, c'est à la fois un ovni, ou un drone non identifié, c'est un ovni. Donc, donc on postule fort justement, selon moi, hein, que c'est des drones, même si on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme drone, et on ne sait pas d'où ils viennent ces drones, et on ne sait pas quel est leur niveau, pareil, de sophistication technologique. On reviendra sur la question des technologies que tu évoquais à un moment donné. Parce que, petite parenthèse, si tant est que toutes ces, comme disait notre cher... comment il s'appelle, je vais retrouver son nom, David Grush, voilà, que des véhicules non humains ont été récupérés et qu'il y a eu de la rétro-ingénierie, on imagine très bien que depuis lors, il y a des technologies terrestres qui ont dû s'inspirer de cette technologie-là et qui sont capables de faire les mêmes prouesses que ces engins qui nous visitent. C'est possible, mais les experts sont un peu dubitatifs pour l'instant. Mais en tout cas... ce qu'il y a de sûr, c'est que sur les drovnis qui sont apparus sur une cinquantaine de sites sensibles liés au nucléaire, les 2 tiers d'entre eux étaient dans des centrales nucléaires en 2014, et les observations ont continué à avoir lieu depuis. La gendarmerie ou les équipes spécialisées dans la lutte contre les intrusions n'ont jamais pu rattraper ces objets, ne savent pas d'où ils décollent et ne savent pas où ils atterrissent. Il y a même un cas d'un hélicoptère de la gendarmerie qui a poursuivi sur une trentaine de kilomètres le drone ou le truc, et qui n'a pas réussi à rattraper le truc. Ouais. D'accord ? Donc, sans verser dans la paranoïa ou sans être un aficionados des discours fondés sur la sécurité, on voit très bien que c'est une affaire sérieuse qui mérite qu'on y mette des moyens. Et donc, comme c'est une affaire sérieuse qui mérite qu'on y mette des moyens, il n'y a pas de raison forcément de se moquer des personnes qui sont des témoins quand elles observent quelque chose, parce qu'au contraire, ces témoins peuvent être des sentinelles qui nous apportent des indices qui permettent, indice après indice, de résoudre le puzzle. Et ça, c'est la conception qui est en train de devenir dominante aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, et d'ailleurs c'est ce que je voulais le terrain sur lequel je voulais t'amener, peut-être juste après avoir parlé de l'affaire Valençol. Oui, évidemment, bien sûr. Parce qu'on était un peu dans les histoires d'apparitions et de vagues assez connues. Qu'est-ce qui s'est passé à Valençol pour mériter d'ailleurs ce film de Dominique Filleul qui va sortir bientôt? Alors, Valençol est considéré comme un des cas les plus solides en France et aussi à travers le monde de rencontres du troisième type. Donc, la rencontre du troisième type, c'est ce que le film de Spielberg raconte, hein, c'est le fait d'avoir c'est le fait qu'un témoin ait un contact rapproché avec des êtres qui viennent de la soucoupe. Donc, la rencontre de mémoire, hein, la rencontre du premier type, c'est le fait de voir la lumière de loin. La rencontre du deuxième, c'est quand on commence à avoir des pannes mécaniques ou alors de la lumière qui bouge chez soi. En tout cas, il se passe où on va sentir le vent sur soi. Il se passe des trucs qui concernent l'environnement. Et la rencontre du troisième type, c'est quand vous êtes face au machin, quoi. Ok, c'est quand vous êtes devant, et y compris avec des personnes qui vont communiquer. Il y a contact, quoi. Il y a contact, il y a communication. Alors ça, c'est basé sur du déclaratif et du témoignage personnel. Comment on peut affirmer que c'est sérieux et pourquoi est-ce que cette affaire de Valençol est dans le cas de Valençol, sérieuse. Ce qui est très intéressant, c'est que le premier critère, c'est et qui va être regardé par les enquêteurs à chaque fois, c'est la fiabilité du témoin. Est-ce que la personne est crédible ou pas ? Est-ce que la personne est digne de confiance ou pas ? Est-ce qu'elle est digne de foi dans ce qu'elle raconte ? Là, dans le cas de Valençol, le témoin principal, qui s'appelle Maurice Masse, est en fait une figure de la résistance dans les Alpes. Donc, ce qui fait que les gendarmes avaient du respect envers lui parce qu'il a été un des leaders locaux de la résistance. Et dans les Alpes, les résistants avaient réussi à arrêter des colonnes de blindés de l'armée allemande. Hein. On est en quelle année donc, on est en 65. Donc 65, cette affaire. Voilà. Donc Maurice Masse est connu et respecté. C'est un chef d'entreprise, c'est un paysan chef d'entreprise au sens où il a plusieurs champs de lavande, il a plusieurs salariés, et donc au niveau de ces champs de lavande, lui-même va sur le terrain tous les matins, hein, quand c'est la saison de la récolte,
pour faire des extraits d'huile essentielle de lavande qui vont être revendus à des gens qui font des parfums, etc., etc. Donc on est sur un truc, voilà, on n'est pas simplement avec le berger qui dort à la belle étoile avec ses moutons, quoi. C'est pas ça l'ambiance. Et donc de bon matin à 5h du mat, il va sur son champ de lavande, sur un de ses champs de lavande pour être présent, pour faire démarrer les machines, pour faire chauffer les moteurs et tout ça. Ça bossait plutôt avant qu'il commence à faire chaud, quoi, donc plutôt le matin. Et là, en fait, il entend un bruit, il y a un truc qui se passe, il se rapproche, et là, il est face à un truc métallique qui ressemble à une dauphine, quoi, qui ressemble à une espèce de C'est quoi une dauphine ? C'est des vieilles voitures des années 50. C'est une soucoupe volante, mais qui ressemble plutôt à un presse-citron, quoi, en termes de forme. Okay, donc il y a une ogive comme ça, un petit peu verticale, d'accord. Il n'y a pas la forme pour presser le citron, mais voilà, c'est cette idée. Et puis c'est sur plusieurs pieds. Et devant, il y a 2 petits êtres en train de parler entre eux avec des grosses têtes au sens où la tête est aussi large que les épaules, voire plus large que les épaules. Bon, ça paraît invraisemblable. Voilà. Et donc, le gars, premièrement, il a les pieds sur terre, mais surtout, vu le profil, c'est pas vraiment quelqu'un qui va avoir froid aux yeux facilement. Donc, il va vers eux, il se rapproche. Et là, en fait, un des 2 êtres dégaine un petit tube métallique qui le pointe vers lui et ça le paralyse. Et il va rester paralysé comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais conscient. Oui. C'est ça qui est particulier, ou en tout cas, c'est ça qui participe de l'histoire, c'est que il reste debout, il est capable de penser, il a conscience qu'il est paralysé, il a juste ses muscles pour bouger qui ne répondent plus. Donc il est capable peut-être de bouger les yeux, en tout cas il est capable d'observer ce qui se passe, donc il voit les extraterrestres qui communiquent entre eux dans un baragouinage pas possible, et qui remontent dans la soucoupe, enfin dans le truc, dans l'objet, et qui décolle. Et lui, il reste encore 10 minutes paralysé après le décollage de l'objet. Et donc il est un peu quand même secoué par le truc. Ouais, quand même. Bon, je le dis maintenant, même si c'est un petit peu plus tard qu'on va le découvrir, il y a des traces au sol. C'est-à-dire que l'objet, c'est une empreinte. Le vaisseau a laissé des empreintes au sol et a laissé des empreintes, dont une qui est très particulière, c'est un trou parfaitement circulaire qui a une certaine profondeur. Et donc, ce qui fait que le sol, vous voyez un peu le sol de la Provence, au sens une terre un peu aride, qui peut être un peu granuleuse, voilà. Et là, en fait, le sol est dur comme du béton, comme du ciment, et c'est presque comme si ça avait été vitrifié. On va pas dire que c'est vitrifié, mais c'est vraiment très solide. Et ça a été observé après après, 2-3 heures après, quoi, quand les gendarmes viennent voir sur site et qu'ils voient comment c'est. Donc, il témoigne tout de suite. Oui. Il est un peu secoué au début, mais le même jour, il va témoigner. Et donc, ce qui fait que le lendemain, ou le soir même, les gendarmes viennent avec lui, puisque même s'il n'est pas maire du village, c'est quand même un notable du coin qu'on respecte, quoi. Hein. C'est Maurice, hein, quand même. Et donc, et donc les gendarmes constatent les traces au sol qui ont des caractéristiques très particulières, géométriques, un rond parfait, un trou profond, le sol qui est dur comme de la pierre, alors que c'est de la terre un peu argileuse. Il y a une altération de l'environnement. Exactement, voilà. Et puis, lui, dans la foulée, il présente des caractéristiques, il va dormir 20 heures par jour, voilà, donc il est non seulement chamboulé dans ce qu'il a vécu, mais il y a des effets sur son corps qu'on va appeler l'hypersomnie, c'est-à-dire du super sommeil, et puis il va avoir d'autres types de phénomènes, les montres qui se dérèglent quand il les porte sur lui et tout ça. Voilà. Et au début, il parle. Enfin, il n'a pas envie de raconter son histoire toutes les 2 minutes, mais en tout cas, il joue le jeu de faire une déposition chez les gendarmes. Il y a des gendarmes de Paris qui débarquent 2 jours plus tard, il refait une déposition devant les nouveaux gendarmes, etc., etc. 4 jours après, c'est la presse, y compris la presse parisienne qui débarque et qui donc sont en mode carte postale au milieu du village provençal, quoi. Voilà. Et donc, c'est une affaire qui va être très médiatisée au niveau de la presse nationale et le film de Dominique Filleul le raconte très bien, tout ça, parce que le film de Dominique, ça raconte l'histoire d'un homme qui est confronté à un phénomène extraordinaire.
et comment ça va le brasser, lui, sa famille, ses enfants. On est et c'est un paysage de carte postale, c'est les années 60, c'est une Provence qui n'est pas encore vraiment très urbanisée. Donc en fait, les badauds arrivent, il va y avoir des centaines de personnes dans ces champs de lavande et ça va complètement détruire ces champs de lavande. Hein. Il a vraiment eu du saccage sur place. Enfin voilà, il y a tous ces événements-là qui participent de l'histoire de Maurice Mas. Mais l'événement lui-même, le phénomène, 2-3 ans plus tard, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'en fait, les plantes, ça a mis 5-6 ans, voire peut-être même 10 ans, avant que les plantes sur place repoussent comme avant. À l'endroit de l'atterrissage, il y a eu une modification physico-chimique du sol d'une certaine manière qui fait que les plantes ne poussent plus pareil et ça a mis 10 ans avant que les plantes puissent repousser. Ça apporte quelque chose d'un peu plus solide ça, à cette affaire. Ça, c'est ce qu'on va appeler les traces matérielles. Dans le jargon de l'ufologie, quelque chose de cet ordre-là, c'est ce qu'on appelle des traces matérielles. Donc on a des traces matérielles au sol qui montrent bien que, un, il n'a pas arrivé, et deux, il y a un impact sur l'environnement qui n'est pas psychosomatique, quoi. On est d'un autre registre. Voilà. Et puis, donc, il a ces caractéristiques physiologiques personnelles qui ont été modifiées, hein, l'hypersommeil, le ci, le ça. Par la suite, on a su que, en fait, il y aurait eu d'autres contacts par la suite. Maurice Mas, en revanche, là, a toujours gardé pour lui. Il n'y a que 2-3 personnes qui sont au courant et qui jouent le jeu de garder le secret, de garder le silence sur ce que Maurice Mas a eu comme message dans ce contexte-là. Mais Maurice Mas a avoué par la suite, je crois qu'il est décédé au début des années 2000, comment dire, il a eu d'autres observations ou d'autres contacts par la suite. En tout cas, et le film de Dominique le rend très très bien en image, ça a modifié son regard sur le ciel et sur là-haut, quoi. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. L'affaire de Valençol est donc considérée encore aujourd'hui comme étant un des cas les plus solides de rencontres et de contact avec quelque chose de différent. Ça donne envie d'aller voir ce film, et en tout cas, il sort le 9 juillet en cinéma, en salle. Ça correspond au 60e anniversaire de Valençol. Il y a aussi ça qui se déroule. Et moi-même, je serai présent le 1er juillet à Montélimar pour une avant-première pour discuter avec le public. Ouais. C'est un peu toutes ces affaires qui viennent un petit peu confirmer la solidité de ce sujet et l'importance de se poser en fait la question de, effectivement, si on vient aussi avec les propos de David Grusch, ce membre du renseignement. Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que c'est l'intérêt du public que ça reste une question taboue? Moi, je pense que c'est une question de fond. Est-ce que le tabou est justifié? Est-ce que ça doit rester tabou? Ou est-ce qu'on est en mesure d'en parler ouvertement? Parce qu'il y a deux choses. Ça touche un aspect militaire et ça touche un aspect anthropologique. Il y en a qui disent que ça peut faire s'effondrer la civilisation que de savoir qu'on est finalement visité par des civilisations beaucoup plus avancées que nous, qu'on n'est pas tout seul et que peut-être ça perdure depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Voilà. Bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette information, si elle n'est pas révélée au public, est-ce que c'est, on va dire, sans danger qu'elle soit entre les mains des militaires? Parce qu'aux États-Unis, on imagine très bien à quel point les militaires ont pu vouloir faire de la rétro-ingénierie avec ces technologies, si tant est qu'ils aient pu les avoir en possession, et des conséquences aussi politiques, géopolitiques, militaires ensuite sur le monde. Moi, ma question, c'est est-ce que toute cette opération, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, de révélation depuis des années, depuis les États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui est positif, ou est-ce que ça peut venir participer d'une nouvelle narration qui viendrait nous dévoiler quelques vérités et puis nous enfermer dans un narratif qui pourrait être une nouvelle propagande? Je pense à ce que nous a raconté Reagan à l'ONU, qu'une attaque extraterrestre viendrait unifier les peuples sous un drapeau commun, et enfin il n'y aurait plus de guerre sur cette planète parce qu'on aurait un ennemi commun. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont des idées un peu farfelues, et ça vient rejoindre ce que nous avait dévoilé Serge Monast dans son ouvrage sur le Blue Beam, cette opération qu'apparemment les services pourraient développer, de faire apparaître une guerre sous nos yeux, une guerre spatiale avec des extraterrestres, alors que ce ne serait pas du tout le cas, pour un peu fédérer les peuples sous une bannière commune. Qu'est-ce que tu penses de l'implication des États-Unis dans cette révélation, et comment nous, en tant que Français, on peut démêler le vrai du faux dans cette opération-là? Alors, ça fait partie des questions que je pose dans les inconclusions à la fin de l'ouvrage. C'est la question des narratifs.
puisque c'est pour ça que je rentre un peu dans les détails de comment ça a pu se passer en 2017 aux États-Unis, puisqu'en fait, on voit très bien qu'on est dans une stratégie de communication et qu'on est dans une stratégie d'influence. Donc si on est dans une stratégie d'influence, ça veut dire qu'on est dans des notions de soft power. Le soft power, c'est un concept en géopolitique qui est celui d'une influence qui ne va pas être fondée sur le militaire, une influence qui ne va pas être fondée non plus d'abord sur le commercial et le financier, c'est une influence qui va être fondée sur le discours, le récit, l'imaginaire, la culture. D'accord ? Un exemple d'action de soft power, par exemple, c'est les instituts Confucius que la Chine a mis en place depuis le début des années 2000 à peu près à travers le monde. Et les instituts Confucius, c'est des centres culturels chinois où la porte est ouverte, n'importe qui peut y aller, et on peut notamment prendre des cours de chinois gratuits. D'accord ? Donc, les instituts Confucius, c'est un peu l'équivalent de l'Alliance française, que la France a négligé en les sous-finançant depuis des années. C'est des ambassades culturelles qui permettent de faire de l'influence en montrant que la culture chinoise, le mode de vie chinois, finalement, c'est pas si dangereux que ça, et que c'est tout à fait fréquentable, et que c'est un pays qui est bien, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est du soft power, c'est de jouer vraiment sur l'influence, le désir, culturel, le patrimoine, le prestige, les valeurs. Ok, ça c'est tout ça. Donc on peut postuler qu'il y a un soft power UFO qui existe. Et que par rapport à des États qui se positionnent comme étant des leaders en matière de divulgation sur les questions UFO, ou qui sont les leaders en matière de maîtrise du narratif et du récit sur la question UFO, il y a le fait qu'il y ait des informations qui sortent, mais il y a le fait qu'on est en train de regarder la série télé américaine. Ok, donc ça veut donc dire qu'il y a quelque chose, comment dire, ça influence notre pensée. Je refais le lien aussi avec X-Files, par exemple, que je citais tout à l'heure, la série télé. Ça veut donc dire quoi ? Si on regarde X-Files, ou en tout cas si nous nous regardons, lorsque nous avons regardé X-Files, ce que nous pensons sur les extraterrestres, ce que nous pensons sur les ovnis, les hommes en noir, les hybrides, les yeux en amande, les petits gris, le ci, le ça, en fait, 75%, je le dis à la louche, mais c'est un ordre d'idée, les 3/4 de ce que l'on va avoir en tête en termes d'imaginaire sur la question extraterrestre va être en fait coloré, influencé par des infos qui viennent des États-Unis, qui ont été diffusées par les États-Unis, y compris sur un mode fictif et imaginaire. Ok ? Donc, après on va dire, ouais, mais en fait, c'est des séries qui s'appuient sur la réalité, ou on peut dire aussi que c'est de la fiction qui influence la réalité. Ça peut marcher dans les deux sens. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les stéréotypes, les automatismes que l'on va avoir sur la question OVNI sont massivement d'origine anglo-saxonne et en particulier américaine. Or, on a une ufologie française qui existe, on a une tradition, je l'évoquais avec la vague des années, la vague de 54, qui est à l'origine d'ailleurs des premiers bureaux des ovnis qu'il y a eu au sein de l'administration française. Putain, un grand ufologue, Jacques Vallée aussi, dont on n'a pas parlé. C'est ça, il y a Jacques Vallée, et puis il y a Jimmy Guilleux, et puis il y a Aimé Michel. C'était un peu le trio des ufologues francophones ou français. Jacques Vallée lui-même, qui raconte dans son premier carnet qu'il a vu un ovni lorsqu'il était adolescent. Et en fait, cette vision l'a suffisamment marqué pour que ça devienne quelque chose qui devienne un axe de recherche au niveau de sa vie, quoi. D'accord ? Donc on est quand même sur des choses qui ont des incidences, qui sont profondes, mais pour moi, je distingue ce qui est de l'ordre de l'observation avec les commentaires et les récits et les histoires que l'on raconte à partir de là, et la mise en scène de ces informations. Puisque en fait, la question basique, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Mais on peut tout à fait, en fait, être face à des informations qui sont pour partie fausses, un peu vraies, ou au contraire, qui sont pour partie vraies et un peu fausses, avant d'être dans le tout vrai ou le tout faux. Hein. Donc vraiment, les choses sont très très loin d'être simples, on est face à du clair-obscur, et on est d'autant plus dans le clair-obscur que les services de renseignement, la CIA en tête, et la CIA a mis 30 ans pour l'assumer et dire « c'était nous », depuis 1953, analyse et manipule la question, manipule au sens la modèle, l'oriente, vraiment la pousse dans certaines directions, délibérément et à dessein, comme étant une opération psychologique.
c'est en 53, il y a une vague d'observation au-dessus de Washington, la capitale des États-Unis, en juillet 52, avec des avions qui décollent pour protéger la Maison-Blanche, le Capitole, etc., etc. Ça fait la une de l'actualité. Il y a des milliers de personnes qui l'ont vu dans la rue parce qu'on est sur un soir de juillet 52. Hein. Et donc, on a eu comme ça des vagues d'observation, 2 week-ends d'affilée, 2 fois un samedi soir vers 22h, avec des lumières qui sont venues comme ça. Ça rappelle un peu la bataille de Los Angeles dont on a parlé juste avant. Il y a des lumières qui viennent et qui dansent au-dessus de la ville, qui tournent et qui s'amusent au-dessus de la ville. On a des avions de chasse qui décollent pour protéger la ville. Le temps qu'ils arrivent, les lumières se barrent. Et quand eux rentrent au bercail et retournent à l'aéroport, les lumières reviennent. Donc, ce qui fait que, comme ça s'est passé 2 week-ends d'affilée, ça a fait la une de l'actualité, y compris de la presse nationale, mais c'est surtout que ça a mis les militaires sur les dents. Et comme ça met les militaires sur les dents, la CIA, elle a été créée en 47, du coup, les analystes de la CIA ont commencé à s'intéresser au sujet. Et pendant l'été, pendant tout le mois d'août 52, ils ont fait des mémos et des notes d'analyse. Donc des notes d'analyse d'un point de vue psychologique et des notes d'analyse d'un point de vue technologique, en disant c'est quoi ce bordel, quoi, qu'est-ce qui se passe. Donc ils ont tapé à la porte de l'US Air Force qui s'intéresse au sujet depuis au moins 47, même s'il y avait des observations d'OVNI au-dessus des bases nucléaires, des installations nucléaires, Los Alamos qui préparait la bombe atomique et tout ça est présent dans les annales en termes de documents d'archives et d'histoire qui a été divulgué, hein, qui est officiel aujourd'hui. Donc, la CIA se tourne vers l'US Air Force. L'US Air Force dit on est d'accord avec vous, c'est un problème. Et donc, il y a un comité spécial qui se réunit à l'initiative de la CIA en janvier 53. Et les discussions durent à peu près 2 jours. C'est un comité où d'ailleurs Hynek a fait partie des personnes qui... Hynek, c'est le monsieur à la barbe qu'on voit à la fin de Rencontre du troisième type, qui était c'est l'équivalent d'un Jacques Vallée ou d'un Aimé Michel, okay. Ou d'un Jimmy Guilleux, mais sauf que Hynek était astronome, hein, et professeur d'université, mais lui c'était l'expert scientifique que l'US Air Force avait missionné et mandaté pour s'intéresser aux ovnis. L'US Air Force enquêtait et compilait les données sur les cas d'observation en récoltant les dossiers, et c'était Hynek qui était l'expert scientifique qui faisait le boulot du GEPAN, quoi, en quelque sorte, qui était d'enquêter sur les observations pour dire est-ce que c'est la Lune, est-ce que c'est Vénus, est-ce que c'est un phénomène atmosphérique ou est-ce que c'est quelque chose d'inexpliqué, d'accord ? Et ça, c'était le fameux projet Blue Book. Voilà. Donc, Hynek a fait partie était un des experts présents dans ce comité qui s'appelle le comité Robertson, qui s'est rassemblé en janvier en 53. Et les conclusions du comité Robertson sont les suivantes, c'est que on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, on voit bien que ça a un impact sur la population. Comme ça a un impact sur la... Est-ce que c'est une arme psychologique que des adversaires utilisent contre nous ? On est en 52, donc il y a l'URSS qui est jamais très très loin. On est sur la fin de la guerre de Corée. On est quelques mois ou une poignée d'années avant que le macartisme débarque. Donc on est dans un contexte... on voit bien l'esprit de l'époque. Hein. Donc même si... donc comment... appréhender la question OVNI sous l'angle de la guerre psychologique, de l'opération psychologique, que ça soit nous en tant que victimes en étant attaqués, ou que ce soit nous en l'utilisant comme une arme pour avoir de l'influence. Et ça, c'est une des questions qui rôde, qui traîne autour, enfin qui est marquée explicitement dans les mémos de l'époque, de la CIA. Et donc ça fait partie des discussions, et les conclusions sont les suivantes. C'est premièrement, il faut absolument ridiculiser et minimiser le sujet, pour éviter que, en cas de problème, ça sature la chaîne de commandement et la chaîne d'alerte officielle au sein du pays. Que ça ne mette pas à mal nos systèmes de communication propres au pays. Oui. D'accord ? Donc, il est très important que le sujet soit tourné à la dérision et minimisé pour éviter le risque de fièvre UFO qui viendrait paralyser le pays. Premier point. Second point, il faut former les professionnels, les pilotes, les formateurs, tous les gens qui sont dans la chaîne de l'observation sérieuse et fiable. Il faut former les gens au sujet pour qu'ils puissent nous remonter des informations. Et troisièmement, les groupes UFO, les premiers groupes d'UFO de la société civile qui existaient aux États-Unis à l'époque, les associations d'ufologues, il faut que donc qui sont susceptibles d'être noyautés et manipulés par des forces extérieures,
on va les infiltrer pour savoir ce qui se passe à l'intérieur et pour s'assurer qu'ils ne fabriquent pas du trouble à l'ordre public, quoi, et qu'ils ne soient pas une cinquième colonne pour déstabiliser le pouvoir. Ok ? Donc, ce qui fait que dans ces conclusions du rapport Robertson, c'est marqué noir sur blanc qu'on va noyauter les groupes UFO américains. Et ce qui fait que les groupes UFO américains, à partir des années 50, à l'insu de leur plein gré ou non, on va avoir des anciens de la CIA qui font partie des bureaux directeurs, qui sont responsables de tel aspect, voire même qui président les associations. Mais ça va émerger avec les années 80. Via les réseaux UFO, on va avoir des faux documents et des fausses informations que les services de renseignement vont faire diffuser. Et ça correspond aux informations qui vont être racontées dans X-Files, par exemple, au niveau de la série télé. C'est-à-dire que des documents qui se présentent comme étant des vrais documents, les fameux Majestic 12, par exemple, les documents Majestic 12 qu'on fuitait au début des années 80 dans le milieu UFO US, sont en fait des faux, écrits par les services de renseignement de l'US Air Force, qu'on a mis dans les mains d'influenceurs, de célébrités de la communauté UFO américaine, avec qui les services secrets étaient en contact en leur disant « tu me files des infos, je te file des infos ». D'accord ? Donc, il y avait des influenceurs de la communauté UFO US qui étaient des indiques des services de renseignement, des services secrets américains. Et ces services secrets, au moins 2-3 ans plus tard, quand ça fait, on se voit une fois tous les 3 mois, on fait une bouffe ensemble, on échange des infos, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux UFO, c'est quoi les sujets en vogue, qu'est-ce que vous pensez de tel truc, vous voyez, un truc très, très fluide, très, très humain, très, très informel. À un moment, ils disent, tiens, on a des documents à te montrer, j'aimerais bien avoir ton opinion. Et donc la personne, et là on voit marquer les bases secrètes, les hybrides, les programmes machin. Aussi aux US, entre 77 et 82, c'est la grande vague, c'est la grande époque de l'essor des mutilations de bétail. Donc, avec des élus qui montent au créneau parce que ça touche leurs éleveurs. Donc, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu beaucoup de phénomènes comme ça. On voyait des vaches avec des mutilations chirurgicales au laser retomber dans des arbres où on se demandait mais comment est-ce qu'elles peuvent terminer à 10 mètres de haut. Donc, on a ce phénomène-là qui fabrique du buzz et qui commence à faire bouger les lignes avec des gens qui se mobilisent, y compris des politiques qui commencent à s'en mêler. Et 3-4 ans après, on a des documents extraterrestres qui nous racontent des complots extraterrestres, qui nous racontent des bases extraterrestres et qui attirent l'attention de ceux qui ont envie d'y croire, comme quoi ces documents sont des vrais. D'accord ? Ça rend le sujet très complexe parce que du coup il y a la guerre des services derrière pour faire ce narratif ou ce soft power et manipuler un peu les faits. Donc ça c'est un des aspects sur lesquels j'enquête aussi, mais ça sera raconté dans d'autres cadres, qui est la manière dont la désinformation UFO se déroule. Parce qu'en fait, la question UFO devient en fait un alibi très commode pour faire des magouilles en mettant ça sur le dos des ovnis ou des extraterrestres. Okay. C'est un peu l'histoire du projet Blue Beam dont tu parles tout à l'heure. C'est une logique de faux drapeau. Tu vois, c'est-à-dire que la question extraterrestre devient une stratégie de diversion pour attirer l'attention ailleurs. Et c'est efficace. Et non seulement une stratégie de diversion, mais surtout, ça permet on rajoute en gros un voile, un brouillard, on rajoute de la brume sur des opérations qui sont bien humaines, mais les autres les détectent ou les déclarent comme étant extraterrestres, ça nous arrange, on n'a pas besoin de chercher à dire que c'est pas nous. D'accord ? Pour éviter des frictions diplomatiques, pour éviter des choses comme ça. Et le projet Blue Book, qui a donc existé aux États-Unis entre le début des années 50, de mémoire, c'est 52, je crois, de mémoire, jusqu'à 1969, au moins la moitié des observations qui sont présentes au sein du projet Blue Book correspondent en fait à des programmes expérimentaux de la CIA ou d'autres services que les enquêteurs de Blue Book savaient que c'était lié à des services de renseignement et à des expérimentations ou à des opérations spéciales des services de renseignement américains, mais il fallait surtout pas que ça soit validé comme ça. Donc on trouve des fausses explications, c'est un arc-en-ciel, c'est des différences de température dans l'atmosphère terrestre qui fabriquent des faux échos lumineux, des faux flashs lumineux dans les radars, etc. etc. Voilà.
Donc il y a eu, et ça participe de l'impact du sujet UFO sur les humains, c'est que ça devient un alibi très commode et on rentre dans des logiques d'attentats sous faux drapeau. Du coup, les prochains mois, les prochaines années vont être passionnantes avec ce qui va être révélé aux États-Unis. Elles le sont déjà. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est, d'un point de vue géopolitique, sur un monde multipolaire. Donc sur la question OVNI, rentrons aussi sur une ufologie multipolaire, et ça veut dire qu'en fait, on a un intérêt, si on n'est pas américain, on a un intérêt à regarder ailleurs qu'aux États-Unis. Ouais. Et donc de regarder ce qui se passe en Europe du Nord, dans les pays scandinaves, ce qui se passe en Europe, avec une ufologie française, où il y a en tout cas un travail d'histoire et un travail de mémoire qui mérite d'être refait. Et Nexus participe à cela, et je suis ravi de pouvoir participer à ce travail-là, comme d'autres ufologues français. On a une ufologie italienne très solide, qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. On a une ufologie espagnole, mais on va dire surtout latino-américaine, qui est extraordinaire au niveau des cas présents et au niveau de son histoire, notamment au Chili, où la France et le Chili bossent très souvent ensemble sur des dossiers, au sens où il va y avoir des militaires chiliens qui vont observer des trucs, et ils vont envoyer le dossier aux experts français pour avoir un avis des experts français. Donc on a comme ça des collaborations internationales bilatérales qui existent. À titre personnel, moi je vais m'intéresser à ce qui se passe au Japon, puisque au Japon on a une situation qui est pas loin d'être similaire à celle des États-Unis, à l'échelle du Japon, hein, bien sûr. C'est qu'il y a un groupe de travail de 80 députés au sein du Parlement japonais qui s'est déclaré en juin 2024 pour mettre des moyens pour enquêter sérieusement sur la question des ovnis. Ah oui, c'est énorme ça. L'an dernier, on a eu 2 bouquins en français qui sont sortis sur les ovnis en Afrique. Donc on a une ufologie africaine qui est en train d'émerger. Bon, je ne parle pas de l'ufologie russe qui existe, mais qui pour l'instant c'est un peu compliqué pour communiquer, pour pouvoir continuer à échanger les infos et à communiquer. Donc voilà, l'info sort de partout en fait. En tout cas, les enquêtes qui sont menées ou les cas solides qui ont fait l'objet de vérification et d'investigation. Bah, c'est un sujet passionnant. J'espère qu'on a fait un maximum le tour. Là, en 1 heure, c'était dense. Mais en tout cas, j'invite tous ceux qui nous suivent à approfondir si le sujet les intéresse dans ton livre. Donc, Le Printemps des ovnis. Voilà, je le remontre encore à l'image aux éditions First. C'est passionnant. Plus de 400 pages. C'est bien écrit, sous forme d'enquête. Et ça aborde tous les points et bien d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui sur cette question-là, sous plusieurs angles. Moi, j'ai trouvé passionnant. Et puis pour ceux aussi qui voudraient se replonger dans les archives de Nexus, ce dossier sur le CNES et ce rapport, donc numéro 94, disponible sur nexus.fr. Voilà, en tout cas, Charles Maxence, merci beaucoup. J'espère te retrouver bientôt pour la suite, si ça intéresse nos auditeurs. Avec plaisir, merci en tout cas Marc de ton invitation, et j'étais ravi de pouvoir venir vous raconter ces coulisses du dossier, et puis le fait que c'est pas si loufoque que cela en fait. Exactement, c'est ce qu'on essaie de dire depuis des décennies à Nexus, mais les gens nous ont un peu pris de haut. Maintenant, les faits commencent à nous donner raison, et le travail que tu fais, en tout cas, permet d'avoir une approche journalistique. Et moi, voilà, vraiment bravo pour cette approche rigoureuse, car elle permet de parler de ce sujet sans le folklore. Oui, c'est vrai, ça fait partie de... Là, j'ai commis un texte qui a été diffusé, qui a été rendu public là, le 20 mars, puisque maintenant, suite à la discussion qui a eu lieu au Parlement européen avec Guerrero le 20 mars 2024, il y a eu la naissance d'un lobby européen, mais qui est un lobby des associations de la société civile. D'accord, donc il y avait des associations de tous les pays qui étaient là, il y avait une trentaine de personnes sur place, et il y avait à peu près 150 personnes qui suivaient en ligne. Et donc, à mes yeux, puisque j'étais un témoin privilégié, j'étais la petite souris qui était dans la salle, là, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est la naissance d'un lobby européen civil, qui n'est pas militaire, qui n'est pas politique, la société civile, sur la question OVNI, et ce qui fait qu'on a un peu fait émerger l'idée que le 20 mars de chaque année, c'était la journée européenne des OVNI, des UAP, la journée européenne des UAP. Et donc, cette année, en 2025, j'ai sorti un texte qui est disponible sur un site web qui s'appelle UAP Check, sur la notion d'autonomie stratégique, l'Europe, l'autonomie stratégique européenne,
face à la question des UAP. Qu'en est-il? Est-ce que l'Europe est capable de mettre 22 millions d'euros sur la table pour enquêter pendant 2 ans, sur se donner les moyens de développer ses propres informations sur le sujet, plutôt que de dépendre de celles que les États-Unis veulent bien lui donner, pour consolider les datas sur la base des données qui remontent de tous les pays européens? Est-ce que l'Europe est capable d'avoir cette maturité stratégique, de mettre sur les 800 milliards de plans de réarmement qu'il peut y avoir dans les tuyaux, est-ce que l'Europe est suffisamment mature pour mettre 22 millions d'euros, un peu l'équivalent du programme qu'ont fait les États-Unis entre 2008 et 2010, 15 ans plus tard, aujourd'hui, sur le sujet. Et donc ce texte-là, que j'ai publié comme une tribune personnelle, qui interpelle comme ça sur le côté géostratégique ou géopolitique, elle a été traduite dans 14 langues. Oui, c'est ça, 14 langues, et publiée reprise dans 15 pays européens. Et elle a même été reprise aux États-Unis dans une des associations un peu scientifiques de référence sur le sujet. Donc voilà, on a ce texte-là sur l'autonomie stratégique européenne face à la question des phénomènes aérospatiaux non identifiés. On remettra le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, voilà, en tout cas, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Je vous le rappelle, le numéro 157, toujours actuellement en kiosque et sur nexus.fr. Toujours sans publicité, sans subvention. Nexus est un média encore indépendant et il faut qu'il le reste. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés. Je crois même que tu as écrit dans ce numéro sur l'invasion des Drovny, sur les fameuses observations du New Jersey de fin 2024. Ouais. Très intéressant, n'hésitez pas à vous le procurer, puis il y a plein d'autres sujets dans ce numéro, c'est très divers. En tout cas, merci Charles Maxence, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère à nouveau pouvoir avoir la chance de te revoir autour de ce sujet ou d'un autre. Entendu Marc, avec plaisir. À très bientôt et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Merci à tous, au revoir.